y a tout juste un an, les talibans reprenaient le pouvoir à Kaboul. Répression, pauvreté extrême, la situation n'a cessé de se dégrader pour le peuple afghan. Salman Rushdie sur la voie de la guérison selon son agent. L'écrivain britannique a été poignardé vendredi aux États-Unis lors d'un festival littéraire. Il y a tout juste un an, les talibans reprenaient le pouvoir à Kaboul. Ils souhaitaient alors lisser leur image en vue d'une reconnaissance internationale, mais en un an, la situation n'a cessé de se dégrader pour le peuple afghan. Répression sévère, dégradation des droits humains, désastre économique, les talibans ont replongé le pays dans un profond obscurantisme. Neil Turner, de l'Office des réfugiés, l'explique. Un an après le retour des talibans, le taux de pauvreté atteint un niveau alarmant dans le pays. Les salaires sont réduits, les Afghans manquent de revenus et s'endettent toujours plus. Pour faire face, certaines familles doivent même avoir recours au mariage précoce de leurs filles ou faire travailler leurs enfants. Les promesses faites par les talibans de respecter les droits des femmes ont également été rapidement balayées. Écoles fermées pour les filles, interdiction d'exercer des postes à responsabilité, les Afghanes ont vu leurs droits partir en fumée. Leurs tentatives de résistance sont lourdement réprimées. Samedi à Kaboul, des combattants talibans ont ouvert le feu sur des manifestantes. Dans le passé, il y avait des restrictions et des violences contre les femmes afghanes. Mais les femmes avaient de l'espoir parce qu'il y avait des écoles et les femmes et les filles pouvaient servir leur pays grâce à leurs connaissances. Mais maintenant, elles ont même perdu ce seul espoir qu'était l'éducation. Ces 20 dernières années, les Afghanes avaient acquis plus de droits, retournant à l'école ou accédant à des emplois. En réponse au régime taliban, la résistance s'organise et propose des cours clandestins pour offrir aux jeunes filles une éducation. Une grande partie de l'Europe continue d'être frappée par une sécheresse historique. Pour tenter de préserver l'eau, des mesures sont donc mises en place. En France, 93 départements sont concernés par des restrictions qui diffèrent en fonction du seuil d'alerte. Dans les 74 départements en crise, tout prélèvement d'eau est interdit sauf usage prioritaire pour l'eau potable, la santé ou la sécurité civile. La Côte d'Azur en pleine saison touristique n'est pas épargnée. Les douches de plage sont par exemple hors d'usage, mais tout le monde n'est pas au courant. C'est vrai qu'on est en vacances, donc on n'écoute pas trop les infos. Et moi, j'étais pas du tout au courant qu'il y avait des restrictions d'eau, donc pas de douche sur les plages. Mais bon, voilà, vous me l'apprenez en fait, je savais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est normal que... Ah oui. Moi je trouve que c'est tout à fait normal, comme le lavage des voitures, enfin voilà, toutes ces choses-là, il faut faire attention. Non, je trouve ça tout à fait normal, c'est bien que ça se mette en place. En Haute-Savoie, le niveau d'eau du populaire lac d'Annecy a baissé de 33 cm depuis le début de l'été. Pour l'instant, cette baisse importante n'a pas eu d'impact sur la faune et la flore. En revanche, les niveaux des cours d'eau alimentés par le lac sont préoccupants. Non, c'est énorme. On a un bateau au port et c'est tout juste pour le sortir dorénavant là. En Hongrie, l'année 2022 est pour l'instant la plus sèche jamais enregistrée depuis 1901, ce qui se ressent sur les niveaux des cours d'eau comme le Danube. Le pays n'a pour l'heure pas instauré de restrictions, mais la vigilance reste de mise. La situation est aussi très préoccupante pour l'agriculture. Les sols étant trop secs pour nourrir le bétail, de nombreux exploitants ont dû entamer leur stock de foin d'hiver. Les rendements des cultures sont également à la baisse. Au Royaume-Uni, le syndicat agricole national accuse le gouvernement de ne pas en faire assez. Nous avons suffisamment d'eau dans ce pays. Nous avons besoin d'investir dans les infrastructures pour que l'eau soit disponible au bon endroit et au bon moment, afin qu'il y ait suffisamment d'eau pour les personnes, la nourriture et l'environnement. Cette sécheresse ne sera pas la dernière. Le gouvernement doit s'attaquer à ce problème. Pour les scientifiques, l'une des solutions pour lutter contre la sécheresse est de préserver et de restaurer les zones humides qui ont disparu à près de 90% au cours des 100 dernières années. Une moissonneuse-batteuse défoncée par un obus en plein milieu d'un champ de blé. Dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine, une nouvelle course contre la montre vient de commencer pour les agriculteurs. Sauver la récolte avant qu'elle ne soit définitivement perdue, même si les forces russes se trouvent à moins de 10 km. Les gens ne veulent pas aller récolter. Chacun s'inquiète pour sa vie, ces moissonneuses-batteuses sont matérielles. Donc ce problème est très grave.
Dans cette région connue pour ses terres noires très fertiles, l'agriculture reste le seul moyen de subsistance. L'invasion russe a également entraîné la chute des prix de vente des céréales. Alors, guerre ou pas, de nombreuses personnes continuent à aller dans les champs. C'est effrayant de travailler ici, mais c'est aussi une sorte de distraction. C'est mieux que de rester assis à la maison et d'avoir peur. Et aussi, il faut bien gagner quelque chose pour vivre. Alors que les exportations de céréales ont repris au début du mois d'août, les exploitations agricoles sont toujours lourdement bombardées. De nombreux agriculteurs accusent même les forces russes de brûler volontairement leurs champs. La récolte de cette année doit donc être mise à l'abri le plus rapidement possible. Salman Rushdie est sur la voie de la guérison selon le dernier communiqué publié par son agent. L'écrivain britannique, poignardé il y a quelques jours aux États-Unis, est toujours hospitalisé dans un état critique, mais il n'est plus sous assistance respiratoire. Son fils, Zafar, a même déclaré dans un tweet que son père était en capacité de parler malgré la gravité des blessures, indiquant que son habituel sens de l'humour fougueux et provocateur restait intact. L'auteur de l'attaque, Hadi Matar, un Américain d'origine libanaise de 24 ans, a été inculpé de tentative de meurtre et agression. Il a plaidé non coupable. Les procureurs ont qualifié l'attaque qui s'est produite vendredi lors d'un festival littéraire à Chautauqua dans l'État de New York de prémédité. Salman Rushdie, écrivain britannique né en Inde dans une famille musulmane, laïque et bourgeoise, était menacé de mort par l'Iran depuis la publication en 1988 des versets sataniques. Un ouvrage considéré comme blasphématoire par les musulmans les plus rigoristes. À Berlin, extinction des feux obligatoire la nuit pour les monuments de la capitale. Le pays fortement dépendant au gaz russe tente de réduire sa consommation énergétique. 200 monuments sont concernés, dont les très touristiques châteaux de Charlottenburg et la colonne de la Victoire. Berlin souhaite faire face à la baisse des livraisons de gaz russe, qui représente encore aujourd'hui 35% du gaz importé en Allemagne. La Chine annonce avoir organisé de nouveaux exercices militaires ce lundi autour de Taïwan. Réponse directe à la visite surprise d'une délégation de parlementaires américains, vécue comme une nouvelle provocation par Pékin. Il y a moins de 2 semaines, le passage sur l'île de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, avait déclenché la colère de la Chine et d'importantes manœuvres militaires. Les Kenyans retiennent leur souffle. Près d'une semaine après l'élection présidentielle, le dépouillement des votes se poursuit et les résultats s'annoncent serrés. Le coude à coude oppose le vice-président William Ruto et Raila Odinga, figure historique de l'opposition aujourd'hui soutenue par le président sortant. Pour la première fois dans l'histoire du pays, un second tour pourrait avoir lieu. Des centaines de poissons qui flottent sans vie près des berges. Un cauchemar bien réel pour tous les habitants de Schwedt dans l'est de l'Allemagne. Depuis plusieurs jours, cette petite ville bordant la rivière Oder, qui coule entre la République fédérale et la Pologne, voit les bancs de poissons morts affluer sur la rive. Les habitants et les volontaires sont dépassés. Je pêche ici depuis 40 ans et je n'ai jamais rien vécu de tel à une échelle pareille. Ça me donne la chair de poule quand je vois combien de poissons morts il y a ici dans l'Oder. Une situation qui laisse craindre un désastre environnemental. Depuis la découverte des premiers cas le 28 juillet dernier, 10 tonnes de poissons morts ont été repêchées. Les autorités allemandes réclament une enquête approfondie et accusent leurs homologues polonais de ne pas les avoir informés plus tôt. Varsovie a de son côté limogé plusieurs responsables environnementaux et promis une prime de 210 000 € pour trouver l'auteur. Des tests sont en cours pour établir la nature de l'empoisonnement. Les autorités polonaises ont d'ores et déjà fait état de signes indiquant un taux de salinité inhabituellement élevé, mais ont exclu la présence de mercure. Des résultats que les experts allemands n'ont pas encore confirmés. Des premières conclusions inquiétantes. Depuis des années, l'Oder est considérée comme une rivière propre, abritant une quarantaine d'espèces de poissons. La nettoyer pourrait prendre des décennies. À Zurich, la Street Parade a fait son grand retour samedi après 2 ans d'absence en raison de la pandémie de Covid-19. Environ 900 000 personnes étaient réunies pour cette 29e édition de l'une des plus grandes fêtes techno d'Europe.
Sur les 8 scènes, les DJ locaux et internationaux ont fait danser la foule jusqu'à minuit. Une dizaine de soirées se tenaient en marge de cet événement de vendredi à dimanche.